La découverte des antibiotiques, c'est vraiment une de ces révolutions qui a tout changé. Des infections qui tuaient à coup sûr sont devenues des maladies qu'on soigne en quelques jours. Mais aujourd'hui, on est face à un retour de bâton assez angoissant. Ces mêmes médicaments miracles sont de moins en moins efficaces. C'est un paradoxe terrible, non? On a des armes, mais elles s'en raient. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que la discussion d'aujourd'hui est si importante. On va vraiment se plonger dans la pharmacologie anti-infectieuse. D'accord. L'idée, ce n'est pas de faire un cours magistral, mais de comprendre la logique derrière ces traitements. Comment ça marche au juste, pourquoi ça ne marche plus aussi bien. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se retrouver à terme complètement désarmé. Pour ça, on a épluché une série de textes de pharmacologie clinique. On va essayer de décortiquer cette bataille biochimique qui se joue dans notre corps à chaque fois qu'on prend un comprimé. C'est ça. Une bataille entre l'ingéniosité humaine et la capacité d'adaptation hallucinante du monde microbien. C'est une véritable course à l'armement qui se déroule à une échelle invisible, mais dont les conséquences sont, elles, bien réelles. Alors, la première question qui me vient, c'est la plus simple et sans doute la plus fondamentale. Mhm. Comment on fait pour concevoir un poison qui ne tue que l'ennemi? Je veux dire, comment un médicament peut anéantir une bactérie sans toucher à nos propres cellules? Ce principe, c'est la toxicité sélective. C'est bien ça? C'est le concept de base, la pierre angulaire de tout. Tout repose sur l'exploitation des différences. Les différences entre eux et nous. Exactement. Les différences biochimiques entre les cellules bactériennes et les nôtres. Il faut trouver une cible, une structure ou un mécanisme qui est vital pour la bactérie, mais soit qui n'existe pas chez l'humain, soit qui est suffisamment différent pour qu'on puisse l'attaquer de manière ciblée. D'accord. Et concrètement, ça ressemble à quoi une de ces cibles? Il y en a 3 grandes familles. La première, et pour moi la plus élégante, c'est la paroi cellulaire. La paroi. Oui, les bactéries ont une sorte d'exosquelette rigide, cette fameuse paroi, qui maintient leur forme et les protège. Nos cellules n'en ont pas. Ah, d'accord. Donc les antibiotiques comme les pénicillines ou les céphalosporines, ils agissent en empêchant la bactérie de construire ou de réparer cette paroi. Et donc, sans sa structure de protection, la bactérie est à nu, en quelque sorte. Elle est plus qu'à nu, elle devient fragile. Elle ne peut plus contenir sa pression interne et, littéralement, elle éclate, elle se lise. Ah oui, c'est radical. C'est une attaque structurelle directe et fatale. Voilà. C'est un peu comme si on dissolvait le ciment des briques d'un bâtiment en pleine construction. Il finit par s'effondrer sur lui-même. C'est fascinant. Et pour la deuxième cible? La deuxième cible, c'est la machinerie de production. Pour vivre, une bactérie doit fabriquer des protéines. Ok. Elle le fait grâce à des posomes, des petites usines cellulaires qu'on appelle les ribosomes. Or, et c'est ça la clé, les ribosomes des bactéries ne sont pas tout à fait identiques aux nôtres. Leur structure est différente? Leur structure est différente. Du coup, des antibiotiques comme les macrolides ou les tétracyclines sont conçus pour s'infiltrer et gripper spécifiquement les ribosomes bactériens. Et ça bloque toute la production. Laissez-moi voir si je comprends bien. Le médicament entre dans la bactérie, il repère cette usine à protéines, le ribosome, qui est différent d'une autre, et il le met hors service. C'est ça. C'est une sorte de sabotage industriel ultra ciblé en fait. On bloque leur chaîne de montage, mais les nôtres continuent de tourner. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Et la troisième grande cible, c'est le centre de commandement, l'ADN. Mhm. Pour se multiplier, une bactérie doit copier son matériel génétique. Ce processus, qui est très complexe, fait intervenir des enzymes spécifiques. Il y en a une qui s'appelle la gyrase, qui aide à détortiller l'ADN. D'accord. Cette enzyme est très différente de celles qui font le même travail chez nous. Et donc, les quinolones, une autre classe d'antibiotiques, vont bloquer cette gyrase. La bactérie se retrouve incapable de répliquer son ADN. Et donc de se diviser. Et donc de se diviser. On l'empêche de se reproduire. C'est donc vraiment l'idée d'avoir une clé unique qui n'ouvre que la serrure de l'ennemi et qui est inutile contre nos propres portes. La toxicité est vraiment sélective. C'est le génie du concept. Attaquer l'ennemi sur ses points faibles, sur ce qui le rend unique. J'ai toujours imaginé qu'un antibiotique, c'était un peu comme un pesticide, on l'avale et ça tue tout. Mais vous semblez dire que c'est plus subtil que ça. Est-ce qu'ils ne font pas tous la même chose au final? C'est une idée très répandue, mais la réalité est plus nuancée. C'est là qu'on doit faire une distinction importante entre 2 stratégies. On parle d'agents bactéricides et d'agents bactériostatiques. Bactéricide, ça sonne comme homicide, j'imagine que ça tue, mais bactériostatique, statique, comme immobile. C'est exactement ça. Les agents bactéricides comme les pénicillines qui détruisent la paroi
tue directement les bactéries. C'est l'assaut frontal. D'accord. Les agents bactériostatiques, eux, ne les tuent pas. Ils les empêchent de se multiplier. En gros, ils bloquent leur croissance et leur réplication. Ils appuient sur le bouton pause. D'accord, donc on gèle l'armée ennemie sur place. Mais qui s'occupe de l'éliminer là? Elle ne va pas rester là indéfiniment. C'est là que notre propre corps entre en jeu. Le système immunitaire? Oui, l'antibiotique bactériostatique donne le temps et l'opportunité à notre système immunitaire de prendre le relais. Il maintient l'ennemi en respect pendant que nos propres défenses, nos globules blancs, s'organisent et viennent éliminer les bactéries une par une. C'est un travail d'équipe. Mais ça semble risqué, non? Se contenter de geler les bactéries et parier sur le système immunitaire du patient. Qu'est-ce qui se passe si ces défenses ne sont pas à la hauteur? C'est une objection tout à fait pertinente, et c'est un point crucial en clinique. Pour un patient dont le système immunitaire est affaibli, par une chimiothérapie, le VIH ou une autre maladie, on ne peut pas prendre ce risque. On ne peut pas compter sur ces défenses pour finir le travail. On ne peut pas. Dans ces cas-là, il est essentiel de choisir en agent bactéricide une arme qui peut éradiquer l'infection toute seule. Le choix entre les deux stratégies dépend donc énormément de l'état du patient. D'accord. D'ailleurs, cette distinction n'est pas toujours absolue. Un même médicament peut être bactéricide contre une souche et bactériostatique contre une autre. Ah oui. Oui. Pour le savoir, les laboratoires mesurent ce qu'on appelle la concentration minimale inhibiteur, la CMI, qui stoppe la croissance, et la concentration minimale bactéricide, la CMB, qui tue 99,9% des bactéries. D'accord. Si les deux valeurs sont très proches, c'est un bactéricide. Si elles sont très éloignées, c'est un bactériostatique. C'est fascinant de voir à quel point ces armes me sont précises. Mais cette précision même me fait penser à une sorte de course à l'armement. Plus nos armes sont intelligentes, plus l'ennemi semble trouver des parades. Exactement. C'est là qu'interviennent ces fameuses bactéries multirésistantes, comme le SARM, dont on entend tant parler. Comment est-ce qu'elles font pour déjouer nos plans? On touche au cœur de la crise actuelle. Les bactéries sont des survivantes extraordinaires. Elles n'attendent pas passivement de se faire détruire. Elles évoluent. Elles peuvent acquérir des gènes qui leur donnent des super-pouvoirs de défense contre nos antibiotiques. Et elles ont plusieurs manières de le faire. Et le mécanisme principal, d'après ce qu'on a lu, est assez stupéfiant. Ça s'appelle la conjugaison. Oui, et c'est le mécanisme le plus important et, franchement, le plus inquiétant pour la multirésistance. Il s'agit d'un transfert direct de matériel génétique d'une bactérie à une autre par contact physique. D'accord. Une bactérie qui a un gène de résistance sur un petit fragment d'ADN circulaire, un plasmide, peut en faire une copie et la transmettre à sa voisine. Attendez, ça veut dire que ce n'est pas juste une question de mutation au hasard, à la Darwin, où une bactérie survit par chance et passe son avantage à sa descendance? Non, pas seulement. Une bactérie peut activement décider de partager son bouclier avec une autre telle. C'est un réseau social de la survie. C'est exactement ça. C'est une très bonne image. Elle s'échange des codes d'Autriche. Une seule bactérie peut ainsi rendre toute une colonie résistante en très peu de temps. C'est fou. C'est ce qui explique la propagation si rapide des résistances. Et il y a aussi deux autres mécanismes. La transduction, où un virus qui infecte les bactéries, un bactériophage, sert de taxi et transporte par erreur un gène de résistance d'une bactérie à une autre. Le virus devient une sorte de postier involontaire? En quelque sorte, oui. Et enfin, il y a la transformation. Une bactérie peut absorber de l'ADN nu qui flotte dans son environnement. De l'ADN de bactéries mortes, par exemple. Par une bactérie morte. Si ce fragment d'ADN contient un gène de résistance, elle peut l'intégrer à son propre génome. C'est incroyable. La résistance n'est donc pas un problème individuel, c'est un phénomène de réseau d'intelligence collective microbienne. Tout à fait. Mais ce n'est pas le seul danger. Parfois, j'ai l'impression que nos propres armes peuvent se retourner contre nous et créer un nouveau problème. On parle souvent du cas du Clostridium difficile. C'est l'autre face, plus sombre, de l'antibiothérapie, la surinfection. Notre corps, surtout notre intestin, est un écosystème complexe qui abrite des milliards de bonnes bactéries. Cette flore, ou microbiote, nous protège. C'est notre armée de défense personnelle. Exactement. Elle occupe le terrain, elle consomme les ressources et elle empêche les bactéries pathogènes de s'installer. D'accord. Le problème, c'est quand on utilise un antibiotique à large spectre, conçu pour tuer un grand nombre de bactéries différentes. Il ne fait pas la distinction. Il rase tout. Il tue les pathogènes, mais il décime aussi notre flore protectrice. C'est un bombardement de tapis. Et quand le champ de bataille est dévasté, cela laisse la place libre à des opportunistes. Et le Clostridium difficile est l'un de ces opportunistes. C'est le plus célèbre et l'un des plus redoutables. Il est souvent naturellement résistant à de nombreux antibiotiques.
Quand la flore normale est anéantie, ils se retrouvent sans concurrence. Ils prolifèrent de manière explosive et se mettent à produire des toxines. Et ces toxines sont dangereuses. Très. Elles attaquent la paroi de l'intestin et provoquent une inflammation terrible. La colite pseudomembraneuse, qui se manifeste par des diarrhées très sévères et qui peut être mortelle. Concrètement, ça veut dire quoi, une épidémie de C difficile dans un hôpital? Est-ce que c'est courant? C'est quoi l'impact? C'est un véritable cauchemar pour un service hospitalier. C'est une infection nosocomiale très fréquente. Quand un cas est détecté, le patient doit être immédiatement placé en isolement de contact, car les spores de la bactérie sont très résistantes et se disséminent partout. Ah oui, Le personnel doit porter des blouses, des gants et se laver les mains avec de l'eau et du savon. Les solutions hydroalcooliques sont inefficaces contre les spores. La chambre doit être décontaminée avec des produits spécifiques, souvent à base d'eau de javel. ça perturbe tout. Ça perturbe toute l'organisation d'un service, et pour les patients, souvent déjà fragilisés, c'est une complication extrêmement grave. Les sources qu'on a consultées mentionnent que les céphalosporines de troisième génération et la clindamycine sont particulièrement à risque de provoquer ces surinfections. On se retrouve donc avec un double péril. D'un côté, des bactéries qui apprennent à déjouer nos médicaments, et de l'autre, des médicaments qui peuvent provoquer de nouvelles infections. Face à ça, quelle est la riposte? Est-on condamné à une course en avant pour développer sans cesse de nouvelles molécules? L'innovation est une partie de la réponse, bien sûr, mais une part de plus en plus cruciale de la stratégie est de mieux utiliser l'arsenal que nous avons déjà. D'accord. C'est ce qu'on appelle la gestion des antimicrobiens, ou antimicrobial stewardship en anglais. L'idée est de passer d'une utilisation un peu force brute à une utilisation chirurgicale, intelligente et disciplinée. Une approche plus stratégique en somme. Précisément, les sources décrivent très bien un cadre britannique qui est devenu une référence. Start Smart, then Focus. Démarrer intelligemment, puis affiner. Décortiquons ça. Start Smart, ça implique quoi? Ça concerne les toutes premières heures du traitement. La première règle, qui semble évidente mais qui est fondamentale, ne commencer les antibiotiques que s'il y a une preuve d'infection bactérienne. Pas pour un virus, pas au chaos? Exactement. La deuxième, si possible, c'est de faire des prélèvements, une culture de sang, d'urine, avant de donner la première dose, pour pouvoir identifier l'ennemi. Sans retarder le traitement en cas d'urgence, j'imagine. Bien sûr, ça ne doit pas retarder le traitement en cas d'urgence vitale comme une septicémie, où les protocoles comme le Sepsis 6 imposent une administration dans l'heure. Enfin, Start Smart, c'est documenter clairement pourquoi on traite, avec quelle dose, et surtout, fixer une date de réévaluation. On ne part pas à l'aveugle pour une durée indéterminée. Et la deuxième étape, then focus. Elle intervient 48 à 72 heures plus tard. C'est le moment de vérité. On réévalue le patient. Est-ce qu'il va mieux? A-t-on les résultats des cultures? Et on se pose la question, le traitement est-il toujours nécessaire et approprié? D'accord. Les sources listent 5 options très claires. Lesquelles? Premièrement, arrêter le traitement si on se rend compte qu'il n'y avait pas d'infection. Deuxièmement, passer de la voie intraveineuse à la voie orale, ce qui est moins invasif. Et le patient peut sortir plus tôt. Exactement. Troisièmement, changer d'antibiotique pour un autre à spectre plus étroit. Maintenant qu'on connaît la bactérie en cause, on peut ranger le fusil à pompe et sortir la carabine de précision. Ça limite les dommages collatéraux sur la flore. Et donc le risque de surinfection assez difficile. Précisément. La quatrième option, c'est de continuer le traitement, mais en fixant une nouvelle date de révision. Et enfin, la cinquième, c'est d'envisager une thérapie ambulatoire, où le patient reçoit ses injections à domicile. L'idée est de ne jamais laisser un traitement en pilote automatique. Sur le papier, ce cadre a l'air parfait. Très logique. Mais dans la réalité d'un service d'urgence surchargé à 3 heures du matin, est-ce que c'est vraiment applicable? Est-ce qu'il n'y a pas une énorme pression pour simplement donner un antibiotique à large spectre et passer au patient suivant? C'est le défi majeur. Vous mettez le doigt sur la tension entre la théorie et la pratique. Les médecins sont formés pour agir et, dans le doute, la peur de sous-traiter une infection grave est souvent plus forte que la peur de la résistance à long terme. C'est humain. C'est humain. Changer ses habitudes, qui sont ancrées depuis des décennies, est un travail de longue haleine. C'est pour ça que ces programmes ne sont pas juste des listes de règles, ils impliquent des pharmaciens, des infectiologues qui viennent conseiller leurs collègues, des systèmes d'alerte informatique et beaucoup de pédagogie. Il faut expliquer que bien prescrire, ce n'est pas forcément prescrire moins, mais prescrire mieux. De manière plus ciblée et pour une durée plus courte. Voilà. Ce qui me frappe au bout du compte, c'est que la solution n'est pas seulement dans le prochain tube à essai révolutionnaire,
mais dans la discipline, la réévaluation constante et la gestion collective de nos ressources. C'est un changement de mentalité. C'est un passage de la seule innovation technologique à l'intelligence organisationnelle et clinique. Pour résumer notre discussion, on a commencé par le génie de la toxicité sélective, cette idée de frapper l'ennemi sans se blesser soi-même. On a vu la distinction tactique entre les armes qui tuent, les bactéricides, et celles qui immobilisent, les bactériostatiques. Mhm. Puis on a plongé dans la crise avec les menaces jumelles de la résistance, ce réseau social où les bactéries s'échangent des plans de survie, et les surinfections, où notre traitement peut créer de nouveaux monstres. C'est ça. Et on termine sur une note désespoir. Cette approche stratégique, la gestion des antimicrobiens, qui vise à utiliser nos armes avec la sagesse qu'elles méritent. C'est une excellente synthèse. Et pour finir, j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce mécanisme de résistance qu'on a évoqué. La transformation, où une bactérie peut ramasser de l'ADN à nu dans son environnement. Oui, cette idée un peu folle qu'une bactérie puisse se servir dans les débris génétiques qui l'entourent. Exactement. Et ça soulève une question vertigineuse qui dépasse le cadre de l'hôpital. Quelle est la conséquence de notre usage massif et mondial d'antibiotiques, non seulement sur les patients, mais sur le réservoir environnemental de ces gènes de résistance? Sommes-nous en train, sans le vouloir, de créer dans les sols, les rivières et les océans une gigantesque bibliothèque mondiale de la résistance, une sorte de GitHub génétique accessible à presque n'importe quelle bactérie? Waouh! Se pourrait-il que nous soyons en train de modifier, de façon permanente et irréversible, le paysage microbien de la planète elle-même?